Bienvenue à Intention Inc., l'émission où on célèbre l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Nous sommes dans les studios coin Sainte-Catherine et Saint-Laurent, au cœur du quartier des spectacles. Ici Sophie Azito, je vous accompagne pour la prochaine heure, alors que je vais à la rencontre de personnes d'exception pour connaître le secret de leur succès. Cette semaine, notre entrepreneur invité est Stéphanie Clich, qui est diplômée du programme S'entreprendre de la Fondation Lise Wattier. Stéphanie a travaillé une quinzaine d'années comme fonctionnaire au fédéral avant de se réorienter comme peintre en bâtiment. L'appel de l'entrepreneuriat l'a amené à démarrer son entreprise, la Conciergerie Pro, en 2021, après avoir été accompagnée par la Fondation Lise Wattier. En avril 2024, Stéphanie Clich a été la récipiendaire de la bourse BCF en collaboration avec la Fondation, un prix qui lui a été décerné pour souligner son audace et son esprit d'entreprise. La Fondation Lise Wattier est une collaboratrice de contenu de notre émission et nous partageons leur mission de soutenir et d'encourager l'épanouissement professionnel des femmes d'ici en mettant en lumière leur parcours et leur histoire. Stéphanie Clich, bienvenue à Intention Inc. Merci de m'avoir invitée. Alors, Stéphanie, en faisant la recherche, j'ai vu que tu avais déjà porté plusieurs chapeaux. Tu as été directrice d'un centre d'entraînement. On l'a dit, tu étais fonctionnaire. Tu es aussi pédagogue parce que tu enseignes. Tu es peintre en bâtiment. Tu es entrepreneur. Y a-t-il un chapeau que tu portes pas, qu'on n'a pas trouvé? Ou veux-tu nous parler de comment tu jongles tout ça? Tout ça, bien écoute, il y a un moment donné où je me suis demandé si j'avais pas un petit peu un TDA ou quelque chose, un TDAH en tout cas. Et donc, c'est peut-être que c'est ça qui m'a amené à avoir autant de chapeaux, mais on dirait que j'ai tout le temps besoin de faire plusieurs choses en même temps. OK, fait que c'est pas juste mon impression. Quand je regardais, je disais, ouais, ça, c'est une fille qui aime ça être occupée. Oui, madame, il faut qu'il y ait plein de défis, il faut que ça soit intéressant. Oui, effectivement, j'ai travaillé longtemps pour le gouvernement du Canada. J'ai travaillé pour Immigration, Passeport, Citoyenneté, les pensions et tout ça, mais j'ai fini au Passeport en 2012-2013. Ça faisait déjà plusieurs années que je faisais ça, là, une quinzaine d'années. Là. Puis comment tu ferais des parallèles, là, comme toi qui as fait le saut vers l'entrepreneuriat? Est-ce que tu as trouvé ça difficile de ramasser comme de passer de fonctionnaire à entrepreneur? As-tu des choses que tu étais capable de j'imagine qu'il y a des acquis que tu avais que tu étais capable de transporter, c'est sûr? Ah oui, certainement. Écoute, quand tu as travaillé pour le gouvernement, tu es au courant de tous les programmes que tu dois administrer. Tu sais, j'étais gestionnaire de programme, je faisais des enquêtes, pour émettre des passeports. Donc, toutes ces capacités-là se sont transmises, évidemment, dans mon profil d'entrepreneuriat. On peut dire que le service à la clientèle, excellent service à la clientèle, s'est transposé. Et ça m'aide encore aujourd'hui, là, vraiment, à faire des affaires, comme on dit. J'avoue, au bureau des passeports, il y a quand même toujours, vous devez quand même avoir une certaine pression. Les gens, des fois, font leurs demandes en retard. Aussi, il y a des dossiers irréguliers que vous devez gérer. Si quelqu'un en est à sa troisième fois qu'ils ont perdu leur passeport, ça peut devenir douteux. Tu as mentionné les enquêtes. Oui, il y a aussi beaucoup de gestion d'émotions parce que les gens ne sont pas souvent à l'aise devant un représentant du gouvernement. Donc, histoire de faciliter un peu la procédure, il faut gérer autant les émotions que tout ce qui est en arrière, là, toute la procédurite. Là, oui. Donc, OK. Fait que c'est là que tu parlais de ton côté service à la clientèle qui te sert encore. Oui. Donc, là, tu as tout ce cheminement-là. À part tout le côté là, qu'on connaît de parcours professionnel, Stéphanie, qu'est-ce qu'on ne connaît pas de toi? Qui tu es à l'extérieur de ton côté professionnel? Ça, c'est toujours difficile parce que les gens doivent se résumer en quelques minutes. Là. Je sais que c'est un défi, mais... Bien, je me suis beaucoup impliquée dans l'accompagnement des femmes pour la construction depuis le début. Je te dirais que, tu sais, j'étais dans un milieu qui était facile là, pour les femmes, en tout cas, d'y accéder, là, la fonction publique. Et là, quand je me suis lancée dans le milieu de la construction, j'ai été chanceuse parce que je l'ai fait un peu plus vieille. J'avais 40 quand j'ai fait ça. Et là, d'abord, il faut tout de suite que je t'interrompe. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir te lancer dans ce milieu-là? Pourquoi la construction? Ah, c'était... des fois, ces changements-là, j'étais sur le bord d'un précipice. Il fallait que quelque chose change dans ma vie. La crise de la quarantaine. J'étais tannée de peser sur le bouton, comme on dit, puis passer au prochain client. Je m'épanouissais plus là-dedans. Puis, quand on travaille au gouvernement, si on veut évoluer, souvent, il faut déménager à Ottawa pour avoir plus d'opportunités. C'est vrai. Ouais. Puis tu sais, moi, je suis une fille je suis née dans les années 70. On a attendu tellement longtemps que les baby boomers prennent leur retraite, tu sais.
On est une couple de 70, si on comprend. Ah oui, puis on nous l'a promis, là, puis quand on était au gouvernement, on disait « Attendez, vous allez avoir les grosses jobs et tout ça. » Puis là, je me suis rendue à 40 ans, puis j'étais comme là, j'en peux plus d'attendre, là. Fait que j'ai comme lâché lousse. De toute façon, à un moment donné, je suis allée porter mes enfants au service de garde dans mon building, dans mon bâtiment. Puis c'est la jeune fille qui s'occupait de mon garçon qui me dit « Ben voyons, Stéphanie, je peux pas comprendre que tu sois dans les bureaux du gouvernement. Une fille comme toi, je verrais ça sur la construction. J'ai une cousine qui réussit très bien en peinture de bâtiment. Ça t'intéresserait pas? » Ah oui, c'est elle qui t'a comme... Oui. la première étincelle, là, c'est la dame au service de garde. Oui, c'est une autre fille, dans le fond, qui a vu ça, qui m'a proposé l'idée. J'ai fait, pourquoi pas? Tu sais, j'étais en train de me dire, il faut que je fasse quelque chose. Fait que je me suis présentée à l'École des métiers de la construction. Ils ont ce qu'on appelle là, les élèves d'un jour. C'est un programme où tu peux y aller une fois pour essayer voir quoi si tu veux aller. Ça nous plaît. Puis c'était vraiment le fun. J'ai pris la journée, je suis allée là. J'ai rencontré les enseignants, j'ai rencontré les filles qui étaient dans le programme. Il y en avait il y avait 3 filles sur 20 environ. OK. Est-ce que ça représente la proportion à peu près normale dans le domaine de la construction? Bien, ça l'était il y a une douzaine d'années. C'était à peu près ça. Fait que j'ai commencé ça, puis là, j'étais avec des jeunes. Hein. Moi, j'avais 40, puis là, c'était du monde de 18 ans. Fait que ça a été... Écoute, ça m'a redonné... On dirait que je suis retombée en jeunesse. On dirait que j'ai recommencé à avoir 19, 20 ans. En étant en contact avec eux, leur énergie. Puis, en retournant au secondaire. Tu sais, j'avais été à l'université, là, j'ai fait gestion des ressources humaines, mais là, j'étais dans un milieu complètement différent. Puis, comme j'étais la plus vieille, j'ai comme eu le sentiment de vouloir prendre sous mon aile les filles qui étaient avec moi dans le programme. OK. C'est vrai, là, un côté peut-être maternel avec les filles. Oui. Tout à fait. Ouais. Oui. Mais t'aimais ça. Oui, j'ai aimé ça. Puis ça, je le savais pas. Je savais pas ça de moi. Tu disais que c'était difficile de trouver un emploi parce qu'il n'y avait pas de poste, ou tu penses que parce que tu étais une femme? C'est le réseau. Je n'avais aucun réseau. Et tu vois, je t'en reparlerai, là, mais maintenant, je parle beaucoup de ça aux filles. Il faut que vous devez nourrir votre réseau dans la construction parce que, oui, on va avoir des gars, on connaît des gars qui travaillent dans la construction, mais on n'a pas de filles qui travaillent dans la construction. Pas tant. Mais enfin, un réseau, c'est toujours bon d'en avoir un petit partout où tu es. Là, ça ouvre des pas. Mais là, c'est drôle, je n'avais pas pensé réseau dans la construction. Tu peux-tu me donner comme un exemple concret? Comme pour réseau, versus quelqu'un qui avait un réseau. C'est connaître d'autres électriciens, connaître d'autres gens de métier, Absolument. Un plombier qui vont te référer quand eux autres, ils ont des jobs, comme on dit. Oui, exactement. Ça peut être des entrepreneurs qu'on connaît, des gens, mais les gars vont pas penser à nous, tu sais, pour nous dire « Hey, j'ai besoin d'aide pour tel job-in. » OK, t'es pas la première. Je comprends. Tu sais, fait que là, écoute, je me suis intégrée à une belle entreprise, ça s'appelle Les Ailes de la construction. J'ai fait j'avais pas les moyens de... ELLES, oui. Ouais. J'avais pas les moyens, là. Je sortais de l'école, j'avais pas les moyens de payer. C'était 20 là, pour aller dans les trucs. Fait que j'ai dit, OK, je vais faire du bénévolat. Okay. Fait que j'ai commencé à faire ça. J'ai fait ça pendant 5 ans avec les filles. Fait que ça m'a aidé. J'ai rencontré beaucoup de filles qui étaient dans des positions de pouvoir m'aider. Et d'autres femmes en construction. Oui, c'était des chefs de projet, des ingénieurs, des architectes, des avocates qui sont dans le domaine de la construction. Fait qu'il y a un réseautage féminin qui est dans ce domaine-là, qui est organisé, qui s'organise là, pour que les femmes... Puis qu'est-ce que tu dirais de cette entraide-là que tu observes? Je dirais que moi, j'ai trouvé que, étant donné que j'étais une fille de métier dans ce milieu-là, j'ai trouvé ça difficile de prendre ma place dans ce milieu-là parce que c'était surtout un réseau de professionnels. OK, comme tu parlais des architectes. Oui, exact. Fait que je trouvais que à notre niveau, si tu veux, les filles qui sont vraiment en bas, puis qui ont les mains sales, on peut dire ça, même depuis ce temps-là, il n'y a pas réellement de réseau en face à face, je dirais. Il y a les femmes de la construction, qui est un site en ligne maintenant, où je pense, écoute, ça a commencé, ça fait comme 4 ans. J'étais là à la première réunion de ce groupe-là, puis je pense qu'on est rendu à 6, 8, 10 000 filles. Là. Ah, mon Dieu, OK, tant que ça, là, ça se compte en milliers. Là. L'intérêt, il est grandissant là, pour les métiers de la construction, c'est certain. Maintenant, tu sais, il y a une différence entre juste l'intégrer puis y rester. Bien dit. J'imagine qu'il y a beaucoup de défis. Mais avant qu'on embarque dans les défis, je veux mieux aussi comprendre, parce que tu as dit, j'ai fait que
tu as eu quelqu'un qui t'a proposé une étincelle, tu es allé voir. Mais là, tu passes de quelqu'un qui est justement derrière un bureau, c'est de la paperasse que tu fais, puis là, tu tombes à peintre en bâtiment. C'est très physique, c'est des grosses journées, tu arrives tôt sur les chantiers, etc. Est-ce que tu savais, toi, premièrement, que tu avais ce côté-là manuel en toi, puis tu avais le goût de travailler? Parce que de passer à l'étincelle, à dire, OK, oui, je vais aller passer une journée, puis je vais y aller, j'imagine qu'elle avait bien cerné quelque chose qu'elle voyait en toi, qui dit, c'est une fille qui serait bonne sur le terrain ou qui était dans l'action. Oui, mais tu sais, c'était quoi mon plus gros obstacle? C'était le fameux syndrome de l'imposteur. Ça, ma fille, c'est encore là aujourd'hui. Là. C'est un monstre qu'on traîne sur notre dos tout le temps, tout le temps. On veut pas faire quelque chose à moins d'être la meilleure, tu comprends? Fait que là, se lancer dans ça, c'est les le syndrome études... de la femme. Bien, au moins, quand tu te lances dans l'industrie de la construction puis que tu as un DEP en main, ben tu pars pas de rien. Tu sais, je sortais de là avec mon diplôme puis je savais que j'étais équipée au moins pour le faire, tu sais. Fait que ça a duré pendant une 12aine d'années, tout ça. Puis, ben c'est ça, la transition s'est faite vers l'entrepreneuriat. C'est que quand je faisais des mandats chez les clientes en résidentiel, bon, je vais chez les gens, là, je peinture quelque chose. Ben, à chaque fois, les dames me demandaient, ben est-ce que tu pourrais réparer, je sais pas moi, ma porte? Pourrais-tu arranger mon étagère, mes rideaux? Puis là, ça, c'est arrivé comme juste un peu avant la COVID, tu sais. Je commençais à faire comme un peu de service additionnel, si tu veux, sur mon temps, tu sais. Et puis, quand la COVID est arrivée, bien là, j'ai arrêté de travailler parce qu'à ce moment-là, je travaillais comme peintre pour la Ville de Montréal. Fait que là, tout a été bloqué. Et là, j'étais à la maison, je réfléchissais à tout ça. Fait que je me disais, bien, je pourrais... Peut-être qu'il y a une demande pour... Et de là, le nom, laconciergerie.pro. OK. Parce qu'initialement, c'était mon idée de dire... Parce que je voyais qu'il y avait une demande, tu sais. Initialement, c'est d'offrir des services plus larges. De menus travaux. Oui, oui. J'imagine qu'une femme... Tu as mentionné qu'il y avait des clientes qui te demandaient. Il y a quelque chose de confiance. Je pense à une dame, exemple, plus âgée, qui serait veuve, qui pourrait se sentir plus en confiance. Pas qu'un homme ne serait pas digne de confiance, c'est plus par elle, par rapport à... des fois, c'est plus facile d'entrer en relation avec une femme dans sa maison. Des mauvaises expériences. Les gens ont eu beaucoup de mauvaises expériences. Je me souviin d'une fille chez qui je suis allée juste arranger ses portes de garde-robe. Elle me disait, je pense que je me suis fait avoir, l'électricien m'a chargé 2000 $ juste pour installer ma lampe au plafond, là. Oh là là, OK. Ouais, ça, c'était comme il y avait ça. Puis chez d'autres filles où j'allais, on me disait, toi puis moi, c'est pour la vie, là. Tu t'en vas pas nulle part, là. Ton numéro, je le mets sur Fast Forward. Mon chum, il est pas capable de le faire. Il veut pas le faire. Ça me prend quelqu'un. Je veux que ça soit réglé. T'étais là, tu sais. C'est ça. Donc, il y a quelque chose qu'une femme aussi, vis-à-vis d'autres femmes clientes, parce que t'es chez les gens quand tu fais ce genre de travaux-là. Il y a des gens, comme tu dis, parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences ou par de l'insécurité d'avoir un homme dans leur maison, d'avoir une femme, bien, ils vont trouver ça plus confortable. Exact. J'aurais pas allé plus loin, tu sais, dans ce projet-là. En fait, c'était mon intention, d'ailleurs. Quand j'étais à la maison et puis j'ai vu qu'il y avait le programme Lise Wattier qui était offert alors qu'on était en confinement. Okay. Hein? Donc, c'est au moment de la COVID que là, tu as commencé à germer l'idée de partir ton entreprise. De mettre ça sur papier. Ouais. OK. C'est là, tu as dit, peut-être je ferais le saut. Oui. Puis là, tu as commencé à chercher des programmes qui pourraient t'accompagner là-dedans. Oui. Parce que, comme tu l'as mentionné au début, tu étais habitué, toi, quand tu étais au niveau fédéral, de savoir qu'il y a des programmes qui existent pour accompagner. Fait que tu avais ce réflexe-là de dire, il y a peut-être un programme qui existe qui pourrait m'aider. Oui, exact. Et Lise Wattier, je t'avoue qu'au début, je me disais, bien, c'est quoi le rapport de la beauté avec, tu sais? Mais finalement, à force d'intégrer le programme, et tout ça, on s'est vraiment rendu compte, wow, mais quel beau programme qui s'adresse aux filles. Fait que oui, effectivement, là, j'ai commencé à suivre le programme avec eux. Je pense que c'était en septembre 2020. Ça a duré quelques semaines. C'était malheureusement en ligne, dans le sens que maintenant, ça se donne en personne. Puis pourquoi tu dis... C'est ça, il y a quelque chose à retirer d'être en présence. En ligne. Ouais, moi, tu vois, j'ai pas eu la chance d'avoir une cohorte. Donc, tu sais comment c'est important le réseau. Donc, j'ai pas eu cette chance-là d'avoir le cohorte. Parce que c'était pendant la COVID. Exactement, c'est ça. Je comprends. Mais maintenant, il y a des événements, là, de temps en temps, on peut rencontrer les gens en personne. Fait que ça va. Mais comment, vu qu'on a ouvert la porte pour le programme, là, Lise Wattier, la Fondation, donc, tu les as approchés, puis là, il y a quelqu'un qui te rencontre puis qui détermine c'est quoi tes besoins, puis si eux autres, ils sont
aptes à y répondre. Comment ça a fonctionné? Ben, en fait, j'ai parlé de mon idée et ça a été tout de suite accepté. Et je vais te dire que dans les dernières, mettons, je te dirais les derniers 12 mois, j'ai fait beaucoup de recherches pour avoir du financement, pour avoir de l'aide, de l'accompagnement. Ben, en fait, pour avoir du financement, il faut que tu aies de l'aide et de l'accompagnement. Souvent, ça va ensemble. Et j'ai eu énormément de portes qui se sont fermées par rapport à Lise Wattier. Lise Wattier, là, je pense que tu peux décider de développer une nouvelle sorte de confiture aux fraises, puis tu vas être accepté. Comprends-tu? Oui. Ils sont très, très, très ouverts. Toutes les idées sont intéressantes et c'est le potentiel de la personne qui veulent développer derrière oui. ça. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a aussi un autre programme, c'est Croire en elle, qui met de l'avant. C'est exact, pour retourner aux études. Donc c'est plus toi, c'est de te donner les outils à toi. Mais tu as dit que, est-ce qu'ils t'ont aidé pour aller chercher du financement? Parce que tu as dit que là, il y a des portes qui étaient difficiles à ouvrir. Bien, c'est parce que c'est pas leur mission, de nous aider à trouver ça dès le début. Ça a été un petit peu plus tard, plus loin. C'est de la validation de ton idée aussi, puis de ton plan d'entreprise. Exact. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as changé ton entreprise? Parce que là, on va y venir, mais toi, au début, tu l'as dit, c'était comme un petit peu de la conciergerie, des menus travaux. Oui. Mais là, c'est plus ça du tout que tu fais. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu as changé un petit peu où ton entreprise s'en allait? Bien, tu sais, comme une bonne TDAH, pendant tout ce temps-là, moi, je ne pouvais pas rester à rien faire. Hein? Fait que là, oui, j'ai fait le programme. Puis en même temps, l'École des métiers de la construction, en fait, une de mes collègues, Nathalie, m'a téléphoné, m'a dit, écoute, on a besoin de quelqu'un pour faire du remplacement comme enseignante. Donc, j'ai commencé à enseigner pendant la COVID à l'École des métiers, dans le DEP que j'ai pris. Dans lequel toi, c'est donc bien cool, étudié. Mais oui, fait que c'est là que tu es devenu pédagogue, tu es devenu prof. OK. Fait que ça, c'est un autre chapeau que tu t'es mis à porter pendant que tu étais en train de développer ton idée d'entreprise. Exact. Fait que là, en développant mes cours, je me suis rendu compte que j'étais passionnée par la pulvérisation. C'est la première fois que j'entends ça, Stéphanie. Je suis passionnée. Bon, tu vas nous expliquer la pulvérisation. Ben oui, ben écoute, dans le DEP, là, il y a plein de matières intéressantes. Il y a des informations sur toutes sortes de produits qu'on peut utiliser. Après ça, il y a de la tapisserie, par exemple, le recouvrement du calcaire, le plâtre, plein de sujets. Mais celui que j'ai préféré, c'était la pulvérisation. Ça, c'est un DEP en peinture? Oui, c'est quoi? OK, fait peinture de bâtiment. Peinture de bâtiment. Ouais. C'est beaucoup plus large que qu'est-ce qu'on peut s'imaginer. Oui, ça dure 900 heures. C'est quand même 9 mois. Oui, j'avoue. Fait que, ben c'est ça. Fait que là, je me suis retrouvée à dire, OK, go, moi, je vais le donner parce que c'est un défi. J'avais peur des pompes. Puis je me suis dit, non, on va passer par-dessus ça. Fait que j'ai développé le cours. Puis en développant toute la théorie pour le cours, je suis tombée sur des articles justement de pulvérisation au sol. La pulvérisation, tu l'as dit, ça nécessite des pompes. Oui. Tu pulvérises la peinture exact. Au lieu de l'appliquer comme avec du spray net, là, mais avec la peinture dedans. Oui. Donc, c'est là que, tu t'es rendu compte qu'il y avait la pulvérisation au sol, il y avait comme une demande? Oui, bien, en fait, j'ai vu que ça existait. Et là, j'étais choquée. J'ai dit, bien là, je suis capable de faire ça, moi. C'est vraiment comme ça que ça s'est fait. Je suis capable de gérer ça. Fait que c'était on peut dire, ce confort-là de dire, je suis capable. Tu comprends? Et je pense que d'avoir passé par la Fondation Lise Wattier, avec tous les outils où on se découvre soi-même, ça a fait une différence, en tout cas dans mon cas, parce que là, au moment où c'était le temps d'avancer, j'étais prête. À cause de ces outils-là, oui. Ça t'a donné comme la confiance additionnelle pour dire « go, oui. je fais le saut ». Oui, parce que, tu sais, il faut pas voir ça comme si mon projet de départ, c'est sûr là, que j'ai plein de paperasses là, sur les menus travaux, là, puis là, ça dort dans mes tiroirs, tu sais. Mais c'est correct de s'adapter. Je pense qu'un entrepreneur, son projet... La personne qui tient absolument à être rigide dans son projet, c'est le contraire de l'entrepreneuriat parce que selon la demande ou les aptitudes où ça va t'amener, il faut que tu sois capable d'adapter ton projet d'entrepreneur. Là. Oui, on dit qu'il faut être organique. Hein? Oui, c'est ça. Donc, toi, c'est ça organiquement, ça t'a amené ailleurs. Ça m'a amené à ça. Au lieu de dire non, c'est pas ça que j'ai comme idée initiale. Donc, oui, mais là, tu sais, je partais d'un milieu qui était traditionnellement masculin, mais là, je suis allée dans un milieu qui est 100% masculin, là. C'est comme personne pas, qui fait de... personne. Ça, c'est du marquage qu'on appelle, oui. C'est ça? Fait que ça, explique-nous. Là, moi, j'ai eu la chance de l'apprendre parce que quand je faisais ma recherche, c'est intéressant. Il y en a beaucoup plus que qu'est-ce qu'on pense qui nous entoure. Mais, mettons, monsieur, madame, tout le monde qui dit, écoute, marquage... c'est la peinture au sol. Dans le fond, c'est
partout où il y a de la peinture au sol, on peut faire du marquage. Tu vois, là, je te dirais que dans les dernières 2 années, ce que j'ai fait, c'est de la peinture de stationnement, de lignes de stationnement. C'est pas compliqué, là. Oui. Tu sais, je vais dans mettons, des immeubles à condos. Les gens ont peut-être une quarantaine d'appartements, de condos. Je fais les lignes pour les 40 personnes. Je vais mettre les numéros, je vais mettre les no parking, je vais mettre réservé, livraison. Exactement. Mais tu sais, dans le fond, du marquage, il y en a aussi dans les parcs, pour les délimiter comme les jeux, mettons, le jeu basket au sol. Absolument. Les lignes, c'est du marquage. Et justement, aujourd'hui, on est fin été 2024, il y a une dame de Côté Jardin, c'est une entreprise d'aménagement paysager, qui m'accompagne pour faire mon premier zone ludique dans une cour d'école pour les enfants à Ville-Saint-Laurent. OK, donc là, vous allez aménager une cour d'école avec du marquage au sol pour comme créer des jeux. Oui, ce qu'ils veulent faire, c'est une petite piste cyclable pour que les jeunes puissent se pratiquer à garder leur équilibre. Fait que ça va être mon premier projet. Là. Je t'avoue que, wow, c'est toute une journée aujourd'hui. Ah oui, ouais. OK, fait que tu as fait ça ce matin. Ouais. Puis là, tu dis, c'est le fun, ça fait une belle journée. Donc, c'est tout ça que ça peut t'amener à faire. Oui, ça, des stationnements, des garages intérieurs pour l'hiver, pendant l'hiver, je peux faire ça. Là, ce que je veux travailler, ce serait les différents types de peintures. Il y a des nouvelles peintures qui sortent technologiquement avancées. Là, il y en a, par exemple, qui sont luminescentes là, la nuit. Oui. J'aimerais ça pouvoir en mettre un peu partout. Oui. Là, ça serait le fun. Ben oui, on le voit sur des routes. Aux États-Unis, des fois, ça l'éclaire. Ça fait vraiment une différence. Est-ce que tu vas parler à quelqu'un au gouvernement du Québec ou tout ça pour les routes ici? Parce que je pense qu'il manque de monde pour le marquage. Voici la fin de la parenthèse. Parce que des fois, les lignes sur les routes, on les cherche beaucoup. Ah oui, il faut qu'elles soient refaites tout le temps. Tu sais, le problème, c'est que, c'est pas un problème, mais il faut s'adapter. Les normes environnementales nous demandent d'appliquer de la peinture acrylique pendant les mois chauds, mais c'est une peinture qui est un peu moins durable. Tu comprends? Donc, pour notre climat, elle reste pas. Exact. Fait que là, nous, on en a moins à la fin de l'été. Là, ils sont souvent effacés. OK. Fait que c'est pour ça que c'est toujours... Donc, c'est tout ça là, que vous devez prendre en considération. Le type de peinture... La température. Le trafic qui va passer par-dessus. Tu sais, il y a toutes sortes de peintures. Il y en a de la chauffée, il y en a de la catalysée, il y en a de la... comme avec des solvants, avec l'eau. Fait que c'est tout des... Tu sais, il faut savoir, là. Fait que avec ce que j'ai fait comme enseignante, bien, ça me donne... Mais c'est parce que tu as toutes les connaissances, Mais peux-tu croire que, malgré tout, là, je me rends des fois sur mes jobs et je me dis, j'ai l'impression que je connais pas assez. Ah oui? Encore? Oui. Fait que toi, le sentiment d'imposteur, là, je l'ai dans la gorge tout le temps. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux? On avance pareil. C'est ça, t'avances. Puis dis-moi, Stéphanie, comme en hiver, c'est plus des contrats à l'intérieur là, que tu prendrais, comme tu prendrais des stationnements? Oui, des stationnements intérieurs, oui. Y a-tu tant de demandes que ça pour le marquage? C'est une industrie qui est en essor? Bien, il y a pas mal de compétition. Je dirais qu'il y a beaucoup de gars qui sont sur la route et qui grossissent vite. OK. Moi, je trouve que j'ai des obstacles là, à grandir. Je les vois aller, je vois que ça va bien. Fait que je pense que la demande, elle est là. Maintenant, est-ce que je ne sais pas dans quel secteur est-ce que je vais me spécialiser dans les prochaines années? Mais comment ça se passe d'abord? Comment tu te fais pour te faire connaître au départ? Puis c'est quoi tes obstacles comme pour la croissance? Bien, écoute, je suis une one-woman show. Là. Dans le fond, je suis une micro-entrepreneur. Là. C'est juste moi, tu comprends? Ouais. Donc là, il faut vraiment que je fasse du bouche à oreille. J'ai mis un peu une annonce sur Marketplace à peu près, là, mais franchement, les 15 mandats que j'ai eus cet été, ça a été des références personnelles. Fait que j'ai rien fait en publicité encore. Fait que, OK, mais quand même, tu as 15 contrats sans faire de publicité. Donc, le mot commence à se passer. Oui, le mot commence, oui. Comment tu te démarques? Comme justement par tous tes compétiteurs. Pourquoi quelqu'un engagerait Stéphanie Clich? Bien, parce que je fais ce que je dis. Déjà, ça, c'est beaucoup de nos jours. Je suis là à l'heure, j'ai les bons produits, le service à la clientèle est excellent. Tu parles en connaissance de cause, une pro. Oui, puis tu sais, d'être disponible aux gens, à répondre aux questions. Je pense que ça va être ça. La relation client va être ce qui va me démarquer, en tout cas pour commencer. Fait que c'est ça, tu vas avoir ce qu'on appelle en bon québécois du repeat business. Tu vas te faire redemander. Oui. Donc, est-ce qu'un jour, tu aimerais ça avoir des employés? Tu dis que tu es contente d'être la one-woman show, tu vas grossir ton entreprise juste comme pour le nombre de contrats. C'est quoi? J'aimerais avoir plus d'employés, mais ma motivation, ce serait que ce soit des filles.
Encore, il y a vraiment un thème central de la femme. On va en parler parce que c'est le fun. Je vois que c'est au cœur de ton discours. Puis en même temps, ça va rechercher aussi la Fondation Les Ouatiers qui est vraiment là pour l'épanouissement des femmes en affaires ou côté professionnel. Oui. Pourquoi, Stéphanie, c'est ça là, tu disais que tu as parlé à des filles, tu n'enseignes pas seulement qu'à des femmes. Exact. Ça, tu enseignes, c'est mixte. Mais tu aimerais ça comme créer un réseau où avoir une entreprise juste de femmes. Absolument. Ça serait mon rêve vraiment d'accompagner les filles dans des milieux non traditionnels. Puis je pense que plus ça va, plus je suis bien placée pour le faire. Là. Ben oui. Fait que, oui. Ça fait plusieurs années. Écoute, dans mes classes, toutes les filles qui sont dans mes classes, elles peuvent vous le dire, je vais tout faire pour les accompagner, pour qu'elles puissent réussir. Tu sais. Le dernier cours que j'ai donné, il y en a une qui avait eu qui a un historique là, assez complexe. Là, tu sais, quand tu dis qu'une fille, elle était dans la rue, en tout cas, très difficile. Elle ne croyait pas en elle, puis elle a réussi son cours. Tu sais, ça m'a fait vraiment chaud au cœur d'accompagner. Elle a cheminé beaucoup. Oui, par rapport à ça. Fait que, tu sais, je comprends tous les obstacles qu'on a pour réussir. Oui. Je l'ai vécu. Donc, j'aimerais trouver une façon de faire en sorte que les autres filles n'aient pas à vivre ça, que le chemin soit plus facile. Tu sais. Je ne suis pas au point où je vais dire qu'une fille est meilleure qu'un homme. Je n'irai pas là, mais ce que je veux dire, c'est que au moins qu'on ait accès aux mêmes... également aux mêmes opportunités. Après ça, le marché décidera. Tu sais, qu'est-ce que je veux dire? Oui. Mais c'est quoi que toi, tu as observé que tu avais moins accès? Tu sais, c'est quoi les opportunités de moins que vous aviez? Mais tu as mentionné le réseau, entre autres. Oui. Que les gars ne vont pas nécessairement penser à vous. C'est juste parce qu'il y en a tellement peu de femmes que c'est pas nécessairement... Bien, je pense qu'on ne connaît pas l'industrie de la construction beaucoup. On ne connaît pas toutes les subtilités de l'industrie. Écoute, juste pour appliquer sur des contrats qui sont un peu plus grands. Oui. Tu vois, là, j'en suis là, où est-ce que je me sens pas prête. Et ça, c'est un problème. Moi, je ne me sens pas prête à appliquer sur des contrats plus gros. On appelle ça le SEAO, je pense. C'est des contrats par la ville ou... Les appels d'offres. Mais tu vois, je ne connais pas ça. Puis j'ai personne autour de moi pour me l'expliquer, pour prendre le temps de me l'expliquer. Tu sais, un samedi soir, là, je ne peux pas parler avec, je ne sais pas, mon père, là, tu sais, de ça. Ouais. Personne dans mon entourage pour ça. Fait que ces connaissances-là nous amputent. Oui, vraiment. Oui, parce que toi, tu peux pas, vu que tu sais pas vraiment par où commencer puis comment t'y prendre, bien là, tu n'appliques pas sur ces plus gros contrats-là. Là, j'en ai trouvé un récemment, que j'ai une affaire de Moranite il y a longtemps en marquage. Là, j'ai regardé ça, puis là, OK, là, il faut que je trouve des assurances. Il faut que je trouve un cautionnement. Il faut que je trouve quelle licence est-ce que j'ai besoin. Est-ce que j'ai des certifications de produits à préparer? Là, il y a une lettre du Revenu Québec qu'on doit fournir. Juste cette information-là, on ne l'a pas. Puis c'est pas enseigné non plus au DEP. Fait que c'est après ça, c'est débrouille et c'est là que tout le côté réseau que tu mentionnais là. Oui. Bien, il y a un cours qui existe quand même, organisme de la construction, en tout cas pour devenir organisme de une organisation de la construction. Fait que ça serait recommandé aussi, mais ça dure 6 mois. C'est un cours à temps plein pendant 6 mois qu'on peut suivre. C'est difficile quand on est en train de développer développer notre entreprise, de faire ça. Exact. Stéphanie, on approche du moment de la pause, mais ça serait le fun de se parler justement de continuer peut-être les défis, les portes, puis qu'est-ce qui a pu aider, puis certainement qu'on espère qu'il y a des femmes qui considèrent peut-être le domaine de la construction, qui t'écoutent, qui vont dire, OK, peut-être que ça va les encourager à faire le saut. On revient tout de suite. Nous sommes de retour pour cette deuxième partie d'Intention Inc. en compagnie de notre invitée Stéphanie Clich, qui est la fondatrice de la compagnie La Conciergerie Pro et qui a été accompagnée par la Fondation Les Ouatiers. Là, on parlait justement, Stéphanie, juste avant de prendre notre pause, que tu aurais un désir, si tu avais à avoir plus de monde, c'est l'accompagnement de femmes, avoir une entreprise de femmes. Mais tu sais, des défis aussi qui sont différents pour les femmes dans le domaine de la construction et ces métiers-là. Est-ce que les femmes aussi apportent une autre façon de travailler? Est-ce qu'il y a comme un... Parce que on le dit, c'est pas qu'une femme puis un homme, il n'y a pas un qui est meilleur, c'est juste c'est différent. Qu'est-ce que tu dirais que les femmes apportent de différent dans le contexte?
Honnêtement, c'est parce que j'ai vu des gars qui sont aussi très bons. Ben, Tu comprends? sûr. Fait que je pourrais pas dire que les femmes apportent beaucoup de différences dans le sens que à travail égal, salaire égal. Tu comprends dans ce sens-là? Par contre, ce que je remarque, c'est qu'il y a des conditions de travail qui sont acceptables pour un gars, dépendant de son rôle, évidemment, dans la famille. Là. Oui. C'est évidemment qu'à femme célibataire et à homme célibataire, je pense que deux employés de qualité vont apporter le même résultat. Tu sais, qu'est-ce que je veux dire? Mais tu vois, il y a des problématiques comme la gestion de l'horaire. Tu comprends? J'écoute les anciennes élèves qui sont maintenant sur la construction, puis il y en a beaucoup qui, un peu comme moi j'étais au début, n'osent pas entrer dans le milieu à temps plein. Ils sont comme pas capables à cause des conditions de travail, mais au sens des horaires, si tu veux. Comme le fait d'être sur un chantier à 7 heures le matin. Tu n'as pas le temps d'aller porter tes enfants en garderie. Et ça se ferait 7 heures, mais pas 5 jours semaine. Tu comprends? Mais je ne sais pas si les acteurs de l'industrie sont prêts à entendre et à gérer cette main-d'œuvre-là pour qu'elle soit maximisée. Bien dit. Oui, souvent, c'est ça une des différences. C'est comme d'accommoder beaucoup d'études l'ont démontré, là, comme les femmes au niveau d'horaire, conciliation avec la famille aussi. Et puis, si tu veux avoir cette main-d'œuvre-là, bien, il y a des choses qui doivent être faites différemment. Mais peut-être, comme tu dis, le bassin, pour l'instant, est encore petit. Est-ce que l'industrie est prête à entendre? Et à faire les changements. Ben oui, si on a tellement besoin, moi je me dis ça va s'adapter aux besoins. Plus on va avoir de besoins. Mais là, on a eu énormément d'aide. Honnêtement, là, on a eu dans l'industrie plusieurs programmes qui nous ont appuyés depuis les dernières années. Franchement, j'ai été là avec Audrey Murray, j'étais là avec Diane Lemieux à la CCQ. On a vraiment, on a travaillé sur qu'est-ce qui pouvait être intéressant dans les programmes pour les femmes. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été essayées. Bien, il y a un intérêt à attirer les femmes dans cette profession. Oui, au niveau, en tout cas, de la CCQ, comme je te dis. Certains syndicats aussi ont fait leur part. Mais maintenant, il y a quand même une mini-révolution qui doit se passer pour qu'on puisse conserver les emplois. Tu sais, maintenant, là, c'est rare les gens qui vont vouloir faire énormément de temps supplémentaire. Tu comprends? Oui, il y a plus une recherche peut-être d'équilibre. Qualité de vie. Oui, qualité de vie. Fait que une horaire de 60 heures, est-ce qu'on peut faire des horaires de 30 heures, tu sais, au lieu? Dans le fond, si le travail, selon le mandat que tu as, si le mandat se fait, j'imagine que c'est là l'avantage aussi d'être à ton compte. Oui, ça pour ce qui est de mon horaire, wow, c'est merveilleux. Mais c'est ça, j'imagine qu'un client, une fois qu'il te donne le contrat, en autant que le contrat est fait et bien fait, que tu le fasses selon ton horaire. Bien, dans mon cas, c'est une entreprise qui est saisonnière. Ça veut dire que je peux pas vraiment commencer de toute façon avant le 1er avril. Sauf l'intérieur, là, comme à l'intérieur, oui. Et je termine, tu vois, demain, c'est vraiment ma dernière journée de la saison, 31 octobre. OK. Parce qu'après ça, il va faire pas plus de 10 degrés. Il faut vraiment que notre peinture, pour qu'elle sèche, il faut qu'il fasse au moins 10 à 15 degrés dehors. Fait que d'un certain côté, tu sais, mes affaires réduisent beaucoup en été et ça, j'adore. Réduisent plutôt en hiver, fait que ça me permet de faire de l'enseignement. Fait que c'est merveilleux. OK, fait que tu es capable de combiner les deux. C'est ça, il y a moyen de faire une entreprise puis, tu sais, de gérer ton horaire avec autre chose. Parce que l'entreprise comme telle, c'est hyper risqué. Tu sais, comme moi, je vois ça comme super risqué, en tout cas. Parce que c'est saisonnier? Oui, et honnêtement, là, je peux dire ça, même si j'ai fait une trentaine de contrats jusqu'à date, moi, je ne me suis jamais versé de salaire là, jusqu'à date. Là. Tu comprends? Comme beaucoup de gens. OK. Tu investis dans le marketing, tu investis dans tout est réinvesti dans l'équipement, si on veut. Oui, l'équipement, la comptable, tu sais. J'ai vu que tu avais fait des vidéos YouTube comme... Il y en a un, c'était un appel à une nouvelle remorque. Fait que tu demandais si les gens... je trouvais que c'était sympathique. C'était une autre approche. Tu as bien expliqué pourquoi ça te permettrait de faire quoi, cette nouvelle remorque-là. Donc, est-ce que tu l'as eu, ta nouvelle remorque? Ben oui. Ah oui. Donc, la vidéo, ça fonctionne. Ah oui, ben écoute, j'ai eu de l'aide. Il y a quelqu'un qui m'a aidé à la trouver. Puis je l'ai achetée. Puis maintenant, ça va pas mal mieux. Donc, mais ça, c'est typique de l'entrepreneuriat au début. Oui. L'entrepreneuriat, tu ne comptes pas tes heures, tu n'es pas rémunéré souvent parce que tout est retourné dans l'entreprise pour justement l'équipement monté. Oui. Il faut quand même le dire, là, parce que oui tu as mentionné un des gros plus, c'est la flexibilité. Oui. Tu dois faire ton horaire, mais le moins, c'est qu'il y a un risque important qui vient au début de se partir en affaires. Puis tu as connu les deux pour avoir travaillé au gouvernement où est-ce que là, tu ne te posais pas la question, sauf quand le système de paye ne fonctionnait pas. Tu ne te posais pas la question si tu allais recevoir ton chèque.
ouais. Mais Ben, c'est pour ça que ça prend deux... Ouais. Tu sais, ça prend deux jobs, si on peut dire ça. Fait que, exact. Donc, il faut ou avoir les reins serrés ou faut que tu t'y attendes quand tu pars en entrepreneuriat. Je ne sais pas, là, au niveau des gars, c'est quoi leur relation avec le crédit, mais je ne sais pas non plus. J'ai peut-être une espèce de traumatisme, là, où le... Tu sais, ça, c'est tu vois, je suis en train de te dire ce à quoi je réfléchis en soirée, là, tu sais. Mais... comment ça se fait que je suis pas capable d'investir autant que peut-être les gars, tu sais? Parce que tu as de la difficulté avec la dette que ça va te créer. Oui, puis ça, c'est problématique pour les filles parce qu'on aimerait que l'argent, elle rentre. Tu sais, si elle sort, il faut qu'elle rentre, il faut qu'elle sorte. Fait que pour nous, pour démarrer, c'est difficile. Puis même juste aller emprunter, là, ça m'a pris beaucoup de temps à me décider de dire, OK, là, c'est parce qu'il va falloir que j'emprunte parce que si jamais j'ai un contrat, mais c'est toujours des si jamais. Oui. T'sais. Fait que c'est difficile, ça. Mais j'aime ça que tu apportes ce point-là, Stéphanie, parce que je pense que les femmes en général, bon, c'est sûr qu'on parle toujours en général, le côté plus risqué, des fois, c'est ça qui les empêche de prendre des emplois qui sont, exemple, 100% commission ou dans des domaines où, tu sais, de la finance où ça ne viendra pas avec une certitude dans ton revenu. Et pourtant, tu sais, les femmes ont tous les mêmes attributs pour réussir que les gars, mais je pense que c'est leur prise de risque et leur façon d'envisager le risque qui freine. Et dans l'entrepreneuriat, il faut que tu sois capable de vivre avec une portion de risque. Puis ça m'amène aussi à me demander pourquoi est-ce que moi, je sens ce risque-là et moins peut-être un gars. Puis là, je me dis, OK, moi, si je n'entre pas d'argent, ce qui ne va pas être payé habituellement, ça va être l'alimentation, la nourriture de la famille. Tu comprends? C'est une des choses pour laquelle je contribue chez moi. Fait qu'on dirait que le lien, il est trop viscéral. Je comprends. Mais je suis sûre qu'il y a des gars que leur revenu, ça va être la même chose. Oui. Je pense juste qu'ils sont capables peut-être plus de mettre le risque de côté en même temps. Oui. Tu as fait le saut. Tu l'as fait. Fait que tu es capable. Oui. Je n'en pas beaucoup, mais je l'ai fait. Mais l'accompagnement, à ce moment-là, as-tu du coaching, justement, auprès de la Fondation pour aider? Parce que, dans le fond, au moins, tu le verbalises. Exact. Qu'est-ce que tu dis là? Tu n'es pas la seule. Là. La solitude dans l'entrepreneuriat de nos jours, c'est exigeant parce que n'importe quel petit pépin, on n'a pas, comme avant, 3-4 personnes autour de nous pour dire « Hey, ben non, fais ça. » Tu ne vas pas te lever de bureau puis aller voir ton collègue de bureau plus loin. On n'a pas l'accès aux connaissances des autres rapidement. Et honnêtement, je pense que ça, c'est un de mes plus gros freins en ce moment. J'ai pas de personnes avec qui m'asseoir puis vraiment, tu sais, faire des affaires. Oui, tu comprends? Oui. J'ai connaissance d'une fille qui a fait ça. Elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a loué un bureau dans un centre d'affaires. Oui. Elle m'a dit, ça coûte 800$, mais elle dit, là, j'ai accès à des gens en marketing, j'ai des gens, toutes sortes de monde autour de moi. Puis elle dit, écoute, pour vrai, ça l'a propulsé, là. Bien, j'aime ça, c'est vrai, parce que c'est comme ton réseau. Dans le bureau, tu te fais des collègues par la bande parce que vous partagez les mêmes espaces. Exact. Puis c'est vrai que, comme on dit, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Bien, Lise Wattier, ce qu'ils ont fait, c'est que, premièrement, les filles qui travaillent là, elles sont extraordinaires. Je ne sais pas comment elles sont sélectionnées, mais bravo à l'équipe de recrutement. On les salue. C'est vrai que Marie-Lise et Paylan et toute sa gang super. Ouais. Puis, mais c'est ça, fait qu'elles m'ont mise en contact avec une coach. Puis cette coach-là, je t'avoue que c'était vraiment ma ligne de survie, souvent. Souvent, je me questionnais, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça? Bon, et ça m'a beaucoup aidé. Là, tu vois, là, cet été, je leur ai demandé, j'ai dit, écoute, là, je mets tout ça sur pause parce qu'il faut que je sois dans l'action. Oui. Puis là, cet hiver, on va recommencer, puis on va essayer d'aller plus loin. Ouais. Mais du mentorat, puis du coaching en entrepreneuriat, même, on a des entrepreneurs, des fois, qui sont établis depuis plusieurs années, ils font partie des groupes, il y a différents groupes d'entrepreneurs, et tous les entrepreneurs mentionnent ce que tu mentionnes. C'est seul. Tu te sens souvent seul en entrepreneur, fait que c'est en partageant avec d'autres entrepreneurs que souvent... tu retrouves des conseils ou une camaraderie ou de l'aide juste pour continuer à avancer. Donc, ça, c'est toujours bénéfique. Oui. Stéphanie, tu as mentionné pendant la pause, tu m'as juste mentionné rapidement que tu étais allée faire une formation aux États-Unis. Oui. Pourquoi il faut aller se faire former aux États-Unis pour le marquage? Parce que si je veux savoir comment faire du marquage ici, j'ai pas accès à d'autres entrepreneurs qui vont me montrer comment. C'est pas quelque chose qui s'apprend à l'école, si ça n'existe pas. Okay. Donc, c'est vraiment une technique qui est transférée d'une personne à l'autre. Et donc, c'est aux États-Unis que j'ai trouvé des conférences, là, des grosses pour conférences. Oui, bien en fait, c'est des conférences sur
pavage. Oui, c'est ça, le pavage. L'asphalte, là. Oui. Et là, dans ces conférences-là, ils offrent plusieurs cours pour participer à l'industrie, dont des cours sur le striping, sur le... le striping, qui est le marquage. Le marquage, oui. Fait que j'ai fait ça l'année passée. Ça s'est super bien passé. Puis là, j'y retourne encore cette année au mois de janvier, là, Pavex. Ça se passe au Tennessee. Puis ce sont des... Mais écoute, j'étais la seule fille dans la salle, là, oublie ça, seule fille là, dans du le centre de conférence. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu as appris? Parce que tu y retournes, fait que clairement, tu as trouvé que ça valait la peine. Écoute, c'est super trippant. C'est une industrie, là, capotée, le pavage, puis il n'y a pas de filles là-dedans. Toi, tu amènes une autre vision, là. Tu te dis, c'est trippant, puis là, tu es là-dedans, puis tu aimes ça. Donc, il y a même des conférences de pavage. Oui. Là, c'est ça, tu t'en aimes me dire, là, c'est quoi là, que vous apprenez là-bas, là, quand tu étais au... Bien, je vais te dire, mettons, les cours que je vais prendre là, dans le prochain, OK? Ça va te donner une idée. Là, je vais avoir un cours sur le balayage de chantier de construction. Donc là, je vais aller voir ça. Comment ça marche? C'est quels appareils? Ben oui, c'est tous des travaux au sol. Tu sais, je veux voir. Peut-être qu'il y a moyen d'avoir une machine, faire du balayage de chantier. Une fois que c'est balayé, après ça, je peux faire le marquage, tu sais. Fait que tu vois ton côté pédagogue qui recherche tout le temps de l'information. Je suis pas sûre que tout le monde essaie de se tenir à jour nécessairement là-dedans, mais toutes les industries ont leur face cachée. Oui. J'imagine qu'on ne sait pas, mais c'est pour les gens qui nous entendent et qui ne te voient pas, tu as vraiment le gros sourire. Puis aussi, on se demandait la question qui est venue. Tu sais, des fois, on voit au sol, je fais un aparté là-dessus, mais ça ressemble littéralement à du papier de toilette qui est mis, là, mais ça, tu nous expliquais que c'est comme pour tenir en place. Oui, parce que ce qui est appliqué, le scellant, ben, on appelle ça crack filling, là, j'ai oublié le mot en français, remplissage de fissures. Merci. Oui. Bon, le produit qui est là-dessus, ben, il est collant pendant un certain temps, donc en mettant le papier par-dessus. On a l'impression que c'est du papier de toilette, là, mais c'est un peu semblable. C'est simplement pour pas que les pneus adhèrent et que ça arrache cette composante-là. Là. Fait que tout est pensé, tout est voulu pour dans ce qu'on voit. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses encore aujourd'hui. C'est un des gros plus de ce que je fais. Et Stéphanie, donc là, tu es nouvellement entrepreneur. Tu nous parles quand même beaucoup des défis. Ça serait quoi ton plus gros défi jusqu'à maintenant, puis aussi ce dont tu es le plus contente? Là, mon plus gros défi, c'est de me positionner au niveau du marketing. Je ne sais pas comment sortir mon nom, comment me faire connaître. Je n'ai aucune idée. Je suis une fille de terrain. Tu sais, je suis une fille de paperasse ou de pinceau. Comprends-tu? Fait que là, ce domaine-là, je le connais pas. Et tu sais, quand tu n'as pas beaucoup d'argent à mettre là-dessus, il faut pas se tromper. Tu n'as pas de place à l'erreur. Je comprends. Fait que là, comment trouver les bonnes personnes pour bien m'aiguiller dans de la façon la plus concise possible? Je te dirais, c'est ça, là, mon défi. Tu es là pour faire grossir justement l'entreprise puis te faire connaître. J'ai besoin de mandats qui vont être plus stables. Tu sais, là, aller gratter chaque contrat, c'est exigeant. Oui, dans ce temps-là, tu ne travailles pas. C'est ça, mais c'est normal, je comprends, je commence. Mais à un moment donné, pour que moi, je me brûle pas, tu comprends? Il faut que ce soit des mandats, comme tu disais, des services suivis ou bien un grand contrat qui me prendrait l'été, par exemple. Là, je pourrais commencer à embaucher d'autres parce que j'en ai des élèves qui viennent me voir qui me disent « Steph, tu me le dis, hein, quand tu as besoin de quelqu'un, tu me le dis. » Ah, c'est ça. C'est de là que tu penseras à ton équipe toute féminine là, pour aider d'autres filles. Puis juste les meilleures, tu sais bien. Avis aux intéressés. Ouais. Mais écoute, c'est ça. Je te souhaite de coller un gros entrepreneur, une grosse entrepreneur là, au niveau du volume et puis aussi des fois la ville. Je te souhaite de pouvoir trouver ces contrats-là. Merci. J'aimais bien ton avenue des petites vidéos. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'avait donné l'idée de faire ces petites capsules-là. Tu l'as fait pour une remorque, ça a fonctionné, mais tu sais, des fois pour faire connaître tes services. Je t'ai vu à un moment faire une capsule sur une nouvelle machine, là, puis que le monsieur t'expliquait comment ça fonctionnait en anglais, puis là, tu t'apprêtais à faire du marquage au sol. Un peu pour faire connaître qu'est-ce que je fais. Tu sais, je me dis, ça peut certainement intéresser d'autres filles, cette avenue-là. En tout cas, moi, j'invite les filles qui veulent aller dans l'industrie de la construction à me contacter sur Facebook. C'est Stéphanie Clich Construit. Donc, ça va me faire plaisir. C'est ça. Tu sais, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner. Fait que ça, c'est ton défi. Ce dont tu es le plus fier, Stéphanie, puis jusqu'à maintenant, d'avoir fait le saut, dans le fond.
l'entrepreneuriat? Écoute, quand j'avais 14 ans, je levais des pancartes au milieu du terre-plein, puis j'invitais des gens à venir à mon lave-auto. J'avais embauché du monde de mon âge, 14-15 ans, on lavait des autos. Fait que j'avais déjà la fibre entrepreneuriale, je faisais les payes, je faisais des prix, j'allais chercher le savon, tout ça. Fait qu'imagine-toi, là au-dessus, dans la cinquantaine, c'est finalement là que j'ai vraiment mis ça sur pied. Fait que c'était toujours en toi, ce désir-là. Ouais. Est-ce que tu le savais? Oui, je le savais. Et là, à un moment donné, tu sais, des fois, ça nous tord les boyaux. Oui. Puis on se dit, il faut y aller. Et ça ira comme ça ira, j'en suis là. Tu sais, je suis contente. Donc, c'est ça, l'appel de l'entrepreneuriat, là, c'est vraiment, tu l'as ressenti à un moment. Tu as dit, il faut que je fasse le saut. Oui. Maintenant, il faut que je fasse la différence entre est-ce que je suis satisfaite avec une petite entreprise ou je veux aller plus gros, tu comprends? Il y a comme c'est un combat là, tout le temps. Tu te la poses, cette question. Oui. Je pense que c'est correct, mais j'imagine que les prochaines étapes, ça va être définitif. Oui, c'est ça. Puis de toute façon, l'entrepreneuriat, tu t'adaptes tout le temps. Fait que peut-être que ça commence petit, puis tu verras, tu sembles avoir des bonnes idées qui t'habitent. Dis-moi, Stéphanie, pour avoir ce côté-là entrepreneur, est-ce que tu penses qu'on est ou on devient entrepreneur? Il doit y avoir deux façons. Si la vie nous apporte une opportunité et, comme on disait tantôt, on y va de façon organique, c'est-à-dire que ça se pointe, il y a un besoin. Tu sais, des filles qui font des gâteaux, là, et tout le monde dit « Oh mon Dieu, ils sont beaux tes gâteaux », tout à coup, ça se met à se faire commander. Moi, je pense que tu n'as pas besoin de l'avoir en toi. Tu as juste besoin de voir une demande. Tu sais. J'écoutais beaucoup des TED Talks, puis à un moment donné, on disait comment on définit les meilleurs leaders. Et tout a été analysé, là, un homme, une femme, n'importe quoi. Ouais. Et ce qui détermine les bons leaders, c'est que les bons leaders peuvent se démarquer quand il y a un besoin, il y a un besoin pour ce que le leader veut faire. Ils savent, dans le fond, reconnaître l'opportunité. Oui, c'est ça. Donc, peu importe, on peut être un bon leader, mais on va le savoir seulement si la personne embrasse une opportunité d'affaires. Puis c'est là où elle peut fleurir, si tu veux. Ce bon leader-là, oui. Fait que c'est de rester ouvert aux opportunités. Oui. Puis toi, c'est ça, tu fais que c'est le bon leader. Tu écoutes les TED Talks, là, mais c'est toi, qu'est-ce que tu donnerais comme les conseils? Puis là, il y a des filles là, qui nous écoutent peut-être qu'il y aurait un intérêt pour le domaine de la construction. Qu'est-ce que tu leur dirais? C'est quoi les prochaines que toi, tu as appris jusqu'à maintenant? Ce que je leur donnerais comme conseil, ça n'existe pas encore. J'aimerais ça le mettre sur pied dans les prochaines années, mais ça, Dieu. J'aimerais ça qu'on puisse avoir un endroit où on pourrait se rassembler puis vraiment évoluer. Tu comprends? Comme un regroupement de femmes, là, comme tu avais pour les professionnels, mais pour celles de métier. Les filles de terrain, tout ça. Fait que j'y travaille beaucoup. C'est un peu l'idée de la conciergerie.pro. À un moment donné, ça va évoluer. Vers ça. Tu me demandais qu'est-ce que c'était le plus beau, ce que j'avais retiré de plus beau jusqu'à date. Je pense que c'est drôle à dire, mais c'est le regard des autres. J'aime ça. OK. Explique. Oui, parce que j'ai tout le temps comme envié les entrepreneurs. Je les trouvais courageux, je les trouvais intéressants, tu sais. Puis là, maintenant, ce regard-là est tourné vers moi. Puis avec toute modestie, je te dis que quand je dis je suis entrepreneur, je suis même pas capable de dire que je suis présidente. Là. Oublie ça, là, ça fait pas partie. Mais au moins juste de dire je suis entrepreneur. Je ressens un peu l'admiration dans le regard des gens, tu comprends? Et quand tu es entrepreneur, tu l'as pas volé, ce regard-là, crois-moi. J'aime ça que tu le dises, c'est vrai, parce que... C'est valorisé ici. Pour vrai au Québec. Bien, je pense que l'entrepreneuriat, oui, mais je pense qu'on doit en faire encore plus. Les indices d'entrepreneuriat, malheureusement, sont à la baisse, et encore plus chez les femmes que chez les hommes en 2024. Et pourtant, c'est souvent notre tissu économique, c'est la fibre. La fibre entrepreneuriale. On a besoin d'entrepreneurs. Donc, oui, je pense que c'est bien vu, mais on doit le valoriser et faire plus. Oui, bien, pour survivre. C'est ça. Le désert, hein, on le dit, quand la passe du désert, parce que tu te pars, tu es accompagné, mais les 5 premières années d'entrepreneuriat que tu vis en ce moment, c'est très, très difficile. Mais j'aime ce que tu dis, c'est que tu vois donc une admiration ou ce que toi, tu regardais vers d'autres entrepreneurs. Tu le ressens encore de tes enfants, de des amis avec qui tu parles, de des collègues? Oui, bien surtout d'être dans un milieu non traditionnel.
c'est vrai. Puis là, moi, j'aime ça quand les gens disent « Je ne sais pas de quoi tu parles », le marquage, parce que moi-même, je ne savais pas. Donc, je me mets vraiment à leur position, en disant « Ah, ouais, hey. » Puis là, à partir de ce moment-là, je t'assure, là, les gens me disent « Ah, t'as pas vu ce qu'ils ont fait sur telle autoroute » ou « Tu sais, t'as pas vu ça dans mon building, ils ont mis le signe d'handicap à l'envers. » Puis, tu sais, chez Costco, ça n'a pas de bon sens. Fait que, tu sais, ça crée un thème de discussion, là, tu sais, par la suite. Fait que t'es contente finalement d'avoir fait ce saut-là là, pour... Très contente. Vraiment, ça m'a donné un coup de jeune. Ouais. Oui, on le voit vraiment. Si tu ne mentionnais pas ton âge, on aurait de la difficulté. Tu dis, on sent ton énergie. Mais pour revenir aux filles, donc, qu'on donne des conseils, ça n'existe pas encore, mais qu'est-ce que ça sera un conseil avec ce qui existe aujourd'hui? Avec ce qui existe aujourd'hui? Bien, écoute, les DEP, je trouve que c'est une belle porte d'entrée pour aller sur la construction. Et ça donne où, les DEP en construction? Pas dans toutes les cégeps, j'imagine? Pas toutes les écoles secondaires? Non, c'est des écoles de métier. Il faudrait aller sur formation professionnelle, oui, sur l'Internet. Voir ça, il y en a plusieurs. Et il y a des métiers, là, vous n'avez pas idée ce qu'il y a. Tu sais, pose de revêtement souple, c'est super intéressant, comme carreleur, préparation de béton. Il y a plein de métiers intéressants là, que les filles sont capables de faire. Là. On en voit tellement peu à l'école. C'est quand on en voit une, wow! Là, je vous dirais là, que la grosse mode, c'est les filles vont en charpenterie-menuiserie. Ça, là, ça commence de plus en plus. Oui, je te dirais dans les dernières années. Là. Mais dans le fond, ça prend un modèle, Stéphanie. Il faut que les filles soient capables de voir une autre femme juste pour se dire « Ah, ben là, je savais même pas. » Puis dans le fond, si elle le fait, ben peut-être moi aussi, je pourrais le faire. Mais le premier modèle, les modèles pour ouvrir la voie, ça en prend, là. Oui, ben moi, j'en ai eu. C'est pour ça que je suis là. T'sais? Mais c'était qui, toi, tes modèles que tu as eus? Bien, écoute, c'était juste verbal. Quand l'éducatrice, elle m'a dit « Je te verrais peindre en bâtiment », ça veut dire qu'il y a déjà quelqu'un qui l'avait fait, même si je ne l'ai même pas vu. Oui, je comprends. C'est que elle, le fait qu'elle te voyait, elle t'a donné la possibilité d'imaginer que... Certainement. Mais tu sais, à qui tu vas dire « Moi, je te verrais briqueteur ». Oui, je trouve ça drôle quand elle dit... Puis là, elle sait-tu aujourd'hui que oui, j'en avais parlé. Oui, je l'avais remercié. Ah oui, écoute. Et là, ben, ce qu'il nous faut, c'est des filles comme ce que j'ai eu ce matin, là, Eva. Elle m'a vraiment pris par la main pour donner les prix sur ma soumission. Oui. Elle m'a dit, on va parler des produits. Elle m'a amené sur place. Elle m'a aidé à prendre les mesures. Tu sais, il faut qu'on se fasse accompagner. Ça fait toute la différence. Mais c'est comme un mentor. Elle n'est pas dans ce domaine-là. Elle est chef de projet. Elle n'est pas en peinture, mais elle m'accompagne comme moi. Elle a vu, OK, c'est une petite entrepreneur qui essaie de percer. Je vais l'accompagner, puis tu sais, ça fait toute la différence. Je te garantis, moi, si ce contrat-là va bien, là, ben, c'est certain, je vais avoir des photos, je vais être capable d'en faire d'autres. Mais en fait, c'est moi qui vais pouvoir en faire d'autres. Ça veut dire que je vais avoir pris l'assurance pour proposer mes services par la suite. Tu comprends? C'est vraiment... Bien, c'est là tout le côté mentorat. Dans le fond, c'est quelqu'un qui te prend un peu sous son aile puis qui te dit, gars, je vais t'aider, puis elle vient de t'ouvrir, dans le fond, t'ouvrir une porte. Stéphanie, dans le futur, je te donne une baguette magique. Tu n'as aucune restriction. Conciergerie Pro, c'est où dans 5, 10, 15 ans? Ça continue de faire ce que ça fait. Je continue de faire des travaux à l'extérieur de ligne, mais c'est une équipe majoritairement féminine. Donc, tu as répondu à ta réponse quand tu disais « Je vais-tu rester petit ou je vais grossir? » C'était ton équipe. Fait que ça, c'est ce qui va se passer dans le futur. C'est bien. Est-ce qu'il y a des défis technologiques? Est-ce que vous avez peur? Il y a tellement de choses qui deviennent automatisées. Est-ce que c'est quelque chose qui peut t'aider ou que c'est quelque chose que... Ah, certainement. Il va falloir que je me mette au niveau parce que... Mais le problème, c'est qu'il y en a trop. Il y en a trop. Je suis submergée de propositions, des applications. C'est trop. À un moment donné, on ne sait plus qui choisir, quoi choisir. Tu parles d'applications? C'est quoi qui est... De gestion pour que mon entreprise évolue. Tu sais, si je reçois tout automatisé, mes affaires, là, ou juste les gestions d'employés. Si j'ai quelqu'un pour gérer ses disponibilités, puis les payes, puis my God, je connais pas ça. Tu comprends-tu? OK, mais encore, mais c'est sûr que là, toi, tu l'as dit, tu es une fille de terrain. Fait que tu sors encore de la zone, puis c'est là qu'on a besoin de conseils. Puis, mais tu sais, moi, ce que je souhaite, c'est que tu réussisses à partir aussi le genre de regroupement des femmes de métier. Peut-être qu'il y en a qui vont entendre l'appel, mais que vous pourriez partir quelque chose parce que c'est sûr que je pense que, tu sais, l'entraide féminine, de pouvoir déjà avoir un réseau, se référer, là, je suis surprise que ça n'existe pas, en fait. Bien, il y en a peut-être, sauf que ce que je veux mettre en place, c'est favoriser que les filles comme moi, qui sont des filles de métier, partent leur entreprise de construction. Et ça, non, ça n'existe pas. Il y a de l'aide, c'est-à-dire qu'on peut accéder dans les projets un endroit physique où on se rejoint. On évolue tout ensemble. Oui.
Mais bon, une chose à la fois. Une chose à la fois. Mais oui, déjà m'est dispensé d'en parler. Oui. Mais, tu sais, quand je t'écoute sur ton parcours, Stéphanie, dans le fond, tu viens cocher plusieurs cases. Premièrement, tu as fait le changement à 40 ans, comme tu dis, avec du monde de 18 ans. Fait que tu n'as pas laissé tes rêves être définis par ton âge. Après ça, ben, tu es allée dans un métier qui était non traditionnel, puis même en marquage, tu étais la seule femme. Fait que tu n'as pas laissé non plus ton sexe définir ce que tu avais le goût de faire. Puis là, après ça, ben, même si tu avais le syndrome d'imposteur, tu as quand même fait le saut vers l'entrepreneuriat. Moi, tu sais, il y a vraiment quelque chose, ça, c'est comme... Peu importe ce que tu dis, ben, tu sais, tu le fais, puis tu ne laisses pas... Il y a quelque chose de courageux dans ce que tu fais. Tu sautes toujours dans le vide. On dit, est-ce que c'est du courage ou de la folie? Ils sont pas loin un de l'autre. Hein? Mais pour l'un, c'est du courage. Jusqu'à date, en tout cas, ça va bien. Tu sais. Bien, tu sais, souvent, on s'arrange pour... Comme on dit, ça va bien parce que tu mets les choses en place pour que ça aille bien. Mais je pense que dans l'entrepreneuriat, il faut faire... Si quelqu'un a envie d'aller dans l'entrepreneuriat, je pense qu'il faut faire quelque chose en vue de ça chaque jour. Un petit quelque chose. Qui nous rapproche de ce qu'on pense. Oui. Moi, c'est comme ça que je le fais. Tous les jours, il y a quelque chose en vue de mon entreprise. C'est quoi, comme justement, quand tu dis l'entrepreneuriat, mettons les 3 qualités nécessaires, ou 3 ou une ou 2, que toi, tu penses qu'ils sont absolument nécessaires pour... Dans plusieurs séminaires, on m'a dit, t'es pas une entreprise de marquage, t'es une entreprise de vente. Donc, je pense que ça va être la première chose. T'sais. Ça serait ça. Ensuite, de nos jours, la fiabilité, c'est très apprécié. Je pense que ça peut mener loin. Oui, ça c'est vrai, mais je pense que pour n'importe quoi, les gens... La fiabilité, puis l'adaptabilité. Il faut s'adapter. Si je vois une ouverture, on va par là. T'sais. Mais ça, c'est pas les bons leaders qui ont cette qualité-là, Stéphanie, tu disais. On est une trentaine de secondes de la fin, Stéphanie. Quels seraient les mots sages? Bien, d'abord, pour te rejoindre, c'est conciergerie.pro sur Internet. Stéphanie Clich Construit sur TikTok. Les services sont là. Quelqu'un de sympathique, de fiable, qui se tient toujours à jour. Je te laisse les mots de sagesse de la fin, Stéphanie. Ça serait... Capable, pas capable, on y va. Je peux pas finir avec mieux que ça. Stéphanie Clich, merci énormément d'avoir accepté notre invitation à Intention X. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi. On remercie tout le groupe de la Fondation Lise Wattier de nous permettre de mettre en lumière le parcours de femmes inspirantes. Et j'aimerais remercier Maurice qui est à la mise en onde, Sophie qui est à la technique. Et je vous remercie, vous, qui êtes au rendez-vous chaque semaine. Vous pouvez nous réécouter sur YouTube, Spotify, Apple Podcast. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi midi, pour une nouvelle rencontre. À bientôt.